Donc, bienvenue à tous sur cette visioconférence Matisse comme un roman. Cette visioconférence est donc organisée en partenariat avec Movadom, Adapsia et est financée par la Conférence des financeurs du département des Hauts-de-Seine. Donc, nous sommes ravis de cette nouvelle thématique avec Lina. Donc, au niveau des intervenants, de mon côté, je suis Gwendoline Cotrez, donc ni Pascal ni Chloé aujourd'hui. Gwendoline Cotrez, et je vais gérer les questions, répondre aux problèmes techniques si vous en avez. Donc, s'il y a la moindre problématique, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, à me le dire, à lever la main. Vous pouvez envoyer un petit élément de cette façon-là. En tout cas, si vous souhaitez aussi vous inscrire à d'autres visioconférences, n'hésitez pas. Elles sont toutes gratuites et accessibles à tous sur le site movadom.eventbrite.com. Et je vous le rappelle, notre chaîne YouTube, donc il suffit d'aller sur YouTube et de taper Movadom et vous pouvez retrouver toutes nos visioconférences. Donc n'hésitez surtout pas. Je vais, Lina, te laisser reprendre le contrôle de cette visioconférence, te présenter et puis nous présenter cette belle conférence sur Matisse comme un roman. Super, c'est tout bon. Moi, je cherche à voir une grande image. Alors, pour avoir la grande image, comment tu peux faire? C'est une bonne question. Je pense que tu peux, quand tu es en présentation, tu as une petite option en bas qui est retirer les commentaires ou quelque chose comme ça. Je pense que... Bon, non, je vois pas, mais ça va aller. De toute façon, je connais un peu mon sujet, donc je vais me débrouiller, mais je vois pas effectivement comment je peux Attends, agrandir l'image. je vais te... Alors, je reprends le contrôle. Ouais. Ah ben voilà, c'est gay. Oui, mais C'est alors gay. là, tu n'as plus le contrôle. Donc, D'accord. en fait, c'est trois petits points. Oui, Tu je vas vois 3 avoir, petits points. Ouais. tu auras trois petits points. Il y aura masquer le mode présentateur. Donc, je te laisse reprendre le contrôle. Et appuyer sur 3 petits points. Voilà, 3 petits points. Et là, masquer le mode présentateur. désactiver les vidéos entrantes. Non, j'ai pas masqué. Tu as Non. pas. Et Passer au mode plein écran. Voilà. Ah, c'est peut-être pas mal. Est-ce que ça va changer quelque chose pour Non, ça toi? change rien. Et si tu as pas C'est pas trois petits grave. points à un autre endroit, en haut ou en bas, non? Non, Non. Bon, j'ai rien. bah ouais, Attends, je malheureusement. recommence. Non, partons. Afficher les kits. Non, il n'y a pas. Non? Quitter Bon, le mode ouais. plein écran, ils me disent maintenant. Bon, allez, c'est pas grave. On oublie. Très bien. Bon, bah merci beaucoup en tout cas, Lina. Bien, donc bonjour à tout le monde et bienvenue donc pour cette petite visioconférence que j'ai préparée sur Matisse. Alors moi je suis Lina Beignot de Valmont et je suis guide conférencière, j'ai fait l'école du Louvre et donc j'ai monté depuis quelque temps une petite micro-entreprise que j'ai appelée La Ruée vers l'art. Et donc, depuis, j'ai l'habitude donc d'emmener des groupes dans différents musées. En ce moment, je travaille beaucoup au musée du Luxembourg sur une exposition qui s'appelle Miroir du monde, le cabinet d'art de Dresde. Et je serai prochainement au musée d'Orsay pour une exposition sur Rosa Bonheur, puis après au musée Jacques Parandré pour une exposition excusez-moi, sur Fuseli. Donc voilà, donc nous allons rentrer dans le vif du sujet et donc en compagnie de Matisse. Donc voici des autoportraits, un autoportrait peint de Matisse et une autre photographie. Donc comme vous le voyez, Henri Matisse est né en 1869 au Cateau-Cambrésis dans le Nord. Ses parents ont une boutique de grenetterie et Madame gère un petit rayon couleur dans cette boutique. Nous sommes dans le Nord et Matisse va vivre dans le contexte des étoffes. Vous savez que le Nord est une riche région pour les étoffes et donc ceci va marquer Matisse. Donc le jeune Henri Matisse va aller
au lycée de Saint-Quentin et en 1887, il va se diriger vers Paris pour faire des études de droit. Ça va être une très brève expérience puisqu'il va revenir donc à Saint-Quentin en 1888 pour être clerc de notaire. Et suite à ce séjour à Saint-Quentin, en 1890, il est touché par une appendicite qui le cloue au lit, qui l'oblige d'aller à l'hôpital. Évidemment, à l'époque, les opérations étaient délicates. Résultat, il est obligé de rester à l'hôpital pendant plusieurs semaines. Et donc, sa mère, pour le soulager de ses maux, va lui offrir une boîte de peinture. Et ça va être une révélation soudaine. Et il va donc décider de quitter des études de droit qu'il assommait pour se lancer donc dans la peinture. Donc imaginez le tout jeune Matisse donc se propulsant dans ce nouveau monde. Donc il va, une fois guéri, il va donc retourner à Paris. Il va donc aller à l'Académie Julian, puis dans un atelier d'un artiste qui est très connu à ce moment-là, qui s'appelle William Bouguereau, qui est plutôt dans le style pompier de l'époque. Nous sommes donc à la fin du 19e siècle. Et il va quitter l'atelier de Bouguereau pour se diriger dans l'atelier d'un grand peintre symboliste qui s'appelle Gustave Moreau. Et cette expérience chez Gustave Moreau va être absolument déterminante pour lui. Donc c'est ainsi que commence sa carrière. Et Gustave Moreau va lui dire la chose suivante: vous allez simplifier la peinture. Et vous allez voir que cette phrase prémonitoire va être déterminante pour la suite de sa carrière. Donc j'espère que mes images vont pouvoir défiler correctement et que vous les voyez aussi clairement que possible. Ça, c'est une de ses premières œuvres, donc, qui date de 1895, qui s'appelle La Liseuse. Nous sommes au tout début de son expérience picturale. Et on a une scène très simple qui représente donc une femme vue de dos en train de plonger dans la lecture. Cette femme, c'est son amoureuse du moment qui s'appelle donc Amélie, Parère, et dont il aura une fille qui s'appelle Marguerite, dont on va voir des portraits tout à l'heure. Donc là, nous sommes dans un espace clos, une lumière très tamisée, assez sombre. On voit que la lumière touche la nuque de la jeune femme ainsi que son livre. La nuque est magnifique, le profil est perdu et on aperçoit, j'espère que vous le voyez parce que j'aimerais bien que vous voyez ce détail, mais moi j'ai du mal à activer voilà mon zoom. Voilà. Sur le buffet que l'on voit, des quantités d'objets, vases, photos, sculptures, lampes, etc. Une nature morte. Donc voilà, ce goût des étoffes. Vous voyez que cette nature morte est posée sur une étoffe et il y a donc ce goût des étoffes que l'on va retrouver dans de nombreux tableaux donc, de Matisse. Donc vous voyez, cette ambiance fait penser plutôt à des ambiances propres à Corot ou bien à l'école, à l'âge d'or hollandais. Donc on est vraiment dans les débuts de Matisse qui s'exerce évidemment en imitant les autres, c'est ce qu'on font tous les jeunes apprentis peintres, et on est dans ce cas de figure pour La Liseuse. Image suivante. Le pont Saint-Michel. Donc le pont Saint-Michel a été réalisé vers 1900, et à cette époque-là, Matisse va donc d'abord faire plusieurs voyages. Il va aller en Bretagne, il va découvrir l'œuvre de Cézanne, il va épouser une certaine Amélie Parère, qui est donc son épouse, et il va faire un voyage de noces en Angleterre pour découvrir l'œuvre de Turner, et il prolonge son voyage de noces pour aller en Corse. Vous voyez le contraste de lumière entre l'Angleterre et la Corse. Donc là, il est ébloui par la lumière, et il va y avoir la naissance de deux garçons, Jean en 1899 et en 1900 Pierre. On reparlera également de Pierre plus tard. Et là, nous sommes donc dans son atelier qui se trouve au bord de la Seine, en plein Paris, sur le pont près du pont Saint-Michel. Et on a une vue donc de l'atelier. Là, c'est intéressant de voir cette image parce qu'on va voir qu'il va faire une sorte de série de ces vues d'atelier. On verra d'autres vues d'atelier donc plus tard de Henri Matisse. Là, vous voyez déjà un changement de ton par rapport à l'image précédente, évidemment. On a cette barre un peu rosée sur la gauche qui donc indique justement le bord de la fenêtre où nous sommes, du haut de l'atelier, avec cette vue plongeante sur la Seine, avec une peinture qui donne cette impression d'être inachevée. On voit la toile en transparence et on voit qu'il situe des blocs à droite et à gauche pour signifier donc les bâtiments
qu'on a le bleu du ciel et le bleu de la Seine qui sont les deux lignes marquantes, les deux couleurs marquantes, mais on est vraiment dans l'apprentissage et avec cette découverte donc des couleurs chez Matisse. Il va falloir que je manipule peut-être un petit peu mieux mes images parce que j'ai du mal à faire dérouler les images. Bon. Autre tableau, Luxe, calme et volupté, donc qui date de 1904. Et là, notre Matisse part pour le sud. Nous sommes à Saint-Tropez et nous sommes encore en période d'apprentissage. Il va rencontrer Signac, donc, qui est le chef de file du néo-impressionniste, de cette peinture pointilliste qui a beaucoup de succès donc à la fin du 19e, début 20e. Et comme il est très intéressé et par la couleur, et par la ligne, et par la lumière, ben pourquoi pas le néo-impressionniste de Signac. Donc voilà, nous y sommes, Saint-Tropez, sa lumière, le bleu de la mer, les bords de mer réjouissants. Et donc il va faire ce tableau assez étonnant, mais qui est tout à fait selon justement le code de conduite de Signac, c'est-à-dire une juxtaposition de touches de couleurs, de contrastées, mises côte à côte, qui donnent cette impression vibrante à la fois et qui rendre compte donc de cette scène de repos au bord de l'eau. Vous voyez, il s'inspire évidemment du Déjeuner sur l'herbe de Manet, d'œuvres de Cézanne, de Puvis de Chavannes, avec cette petite barque que l'on aperçoit au bord de l'eau, etc. Mais il reste très insatisfait par cette expérience qui le mécontente parce qu'il ne trouve pas sa voie dans le néo-impressionniste. Il va offrir cette toile à Signac et il va essayer de passer à autre chose. C'est là que je vais avoir un problème pour passer l'image suivante. C'est ça qui m'inquiète. Non. Si tu veux, je peux prendre ça y est, le relais. j'y C'est suis bon? arrivée. D'accord, très bien. Donc nous sommes maintenant à Collioure. Vous voyez qu'il aime le sud depuis qu'il a découvert la Corse. Eh bien, il est attiré par le sud plus que par le nord, dont il est originaire, et il va donc à Collioure, au bord de la Méditerranée. Et là, c'est une peinture tout à fait incandescente. Nous sommes en 1905 et il va à Collioure avec un de ses très proches amis qui s'appelle André Derain. Tous les deux vont être ligués, je dirais, pour essayer de transformer la peinture et de révéler une autre peinture très orientée vers la couleur. Et ça va être la naissance du fauvisme. Donc Derain, Matisse, Marquet, Rouault, Vlaminck vont donc révéler une nouvelle peinture qui va prendre le nom de fauvisme et qui est un courant qui veut faire un défi à la photographie qui s'impose absolument partout et il faut absolument que les peintres et la peinture puissent afficher la réalité. Donc voilà une scène d'intérieur mais avec une grande fenêtre ouverte sur l'extérieur et cette représentation de la fenêtre est très importante dans les œuvres de Matisse. Là, on a une communication entre l'intérieur et l'extérieur avec la lumière qui éblouit toute la scène. Donc, il va dire cette phrase qui en dit long pour décrire cette peinture. Les couleurs deviennent des cartouches de dynamite. Elles devaient décharger de la lumière. Bien, et c'est exactement ce qu'on a sous les yeux, c'est-à-dire une palette multicolore avec des couleurs très tranchées, du vert, du rouge, etc. Et des objets que l'on distingue, des chaises, peut-être un chapeau, évidemment un lit, une jeune femme allongée sur un lit, une autre jeune femme donc qui regarde par la fenêtre sur un petit balcon habillé de rouge. Donc on est vraiment dans l'incandescence et cette lumière qui inonde l'espace et qui unifie tout. Et donc c'est encore une nouvelle tentative de la part de Matisse. Autre œuvre très importante, c'est celle-ci, la Gitane. Alors, je vais vous parler d'un couple dont vous avez certainement entendu parler parce qu'il y a eu une grande exposition au Grand Palais il y a quelques années sur les Stein. Donc là, il s'agit de Sarah et Michael Stein. Sarah et Michael Stein sont des Américains qui viennent de San Francisco. À l'époque, la France était quand même la plaque tournante des arts et beaucoup d'Américains fortunés étaient très intéressés donc, par ces séjours en France et notamment à Paris. Et donc les Stein vont arriver à Paris, donc au début du XXe siècle, pour y séjourner plusieurs années.
Ils vont s'installer près du quartier latin, évidemment. Et là, ils sont très amateurs de peinture moderne et donc vont aller de galerie en galerie à l'affût des nouveautés de la capitale française. Et évidemment, ils vont rencontrer donc le jeune Matisse qui se lance donc à cette époque-là. Et ils vont l'inviter parce que les Stein ont l'intelligence d'organiser une fois par semaine dans leur appartement du 7e des rencontres, je dirais, entre artistes et amateurs. Et donc, ils font venir Matisse et ils vont vraiment adorer la peinture de Matisse et lui acheter de nombreuses œuvres, dont cette gitane. Si je vous cite d'autres noms qui sont connus des peintures de Matisse, c'est la femme au chapeau ou la femme à la raie verte. En tout cas, cette gitane est assez étonnante parce qu'elle est tout à fait dans le style expressionniste. Vous voyez, cette jeune femme, on a une vue plongeante sur une femme nue, au visage souriant, qui nous dévisage. Elle est appuyée sur son coude, qui lui-même est appuyé sur des coussins. Les couleurs sont tout à fait irréalistes. Elle a la moitié du visage rouge et l'autre plutôt jaune. Elle a une fleur dans les cheveux, etc. Elle a un côté à la fois arrogant par son regard et assez évidemment provoquant par son attitude. Les seins nus, etc. Donc on a vraiment une image assez intéressante, où visiblement Matisse s'intéresse à la sensation plus qu'à la réalité des choses, parce qu'évidemment les couleurs sont tout à fait fausses. Mais on voit ce goût pour la couleur, ce goût aussi pour la ligne. Vous savez, on voit le collier le long de son cou, etc. Donc il y a aussi des références à cette œuvre, et notamment l'Olympia de Manet. Vous connaissez tous cette fameuse œuvre qui a été très critiquée donc, au XIXe siècle, et on peut retrouver donc, dans cette gitane des références à l'Olympia de Manet. Les Stein vont acheter cette peinture, évidemment, comme beaucoup d'autres, et nous reparlerons des Stein dans un instant. Matisse voyage, Matisse aime voyager, il aime le Sud, et il va faire un séjour au Maroc. Évidemment, la lumière du nord de l'Afrique va évidemment l'attirer beaucoup. Il n'y reste pas si longtemps que ça, puisqu'il fait un séjour d'une quinzaine de jours, mais il va acheter des quantités d'œuvres d'art, des bibelots, des tissus, le goût des étoffes, comme je vous l'ai dit, des éléments décoratifs qu'il va donc rapporter et aussitôt faire un tableau, les tapis rouges, avec les éléments rapportés. Donc on a cette très belle nature morte. Donc encore des couleurs explosives, des étoffes, une rouge avec pailleté d'or, on dirait, qui donne beaucoup d'éclat à la composition, une autre étoffe dans les verts et rouges, et puis un tapis de prière au mur, des éléments de vaisselle comme une céramique, un fruit cerné de noir, un élément en cuivre, un livret, etc. Donc il s'amuse, il aime le décoratif. Matisse aime le décoratif. Il aime jouer avec les couleurs, il aime aussi commencer à nous égarer un peu dans la perspective, parce que finalement, on se demande bien comment les éléments tiennent sur cette tablette. Donc voilà, on rentre peu à peu dans la confusion, mais on sent un artiste qui est encore en recherche et qui donc affine sa technique et qui visiblement aime beaucoup donc tous les éléments décoratifs. C'est à ce moment-là qu'il va rencontrer Picasso également. Et voilà donc ses enfants. Marguerite, donc, qui est le fruit de ses premiers amours. Alors, peut-être que je me suis trompée de nom tout à l'heure. C'était sa première conquête, je dirais. S'appelait Camille Joblot. Je vous ai parlé d'Amélie Parère, mais c'est Camille Joblot, dont il aura une fille, Mathis. Et de son mariage avec Amélie Parère, il va avoir 2 garçons, Jean et Pierre, dont on a un portrait ici. Donc, Marguerite est sa fille aînée. Il aime sa famille profondément et donc son épouse, ses enfants vont être souvent l'objet de portraits pour Matisse. Et vous voyez que sur ce portrait de Marguerite, on voit la jeune femme donc posant sur un fond tout à fait neutre, qui fait penser un petit peu aux icônes par ce fond d'or. Et le visage de la jeune fille, il est dans un léger trois quarts. Le dessin est très sobre, mais toutes les lignes du visage y sont, des grands yeux allongés. Et donc, elle a une sorte de, je dirais, de torque autour du cou, noir. En fait, Marguerite va avoir très jeune une opération du cou parce qu'elle a
je sais pas, une maladie quelconque, et elle sera obligée toute sa vie de porter donc un petit foulard ou un collier pour cacher donc cette méchante cicatrice qu'elle a autour du cou. Et vous voyez la simplification de la ligne dans la manière dont il évoque sa propre fille, donc Marguerite. Pour Pierre, c'est exactement la même chose. Mais là, vous voyez que le visage est au centre de la composition. Il a un visage assez large, des yeux immenses, mais immenses. Et donc, l'intérêt du regard et de ce contact, je dirais, de ce face-à-face entre l'enfant et nous-mêmes qui sommes spectateurs, un dessin extrêmement simplifié. Nous sommes dans une époque où l'art, pour Picasso comme pour Matisse, on cherche à désapprendre. On essaie à revenir à des choses très simples, un peu comme le dessin d'enfant. Et c'est ce qu'on a un peu sous les yeux avec ces deux portraits, et notamment celui de Pierre. Il y a eu, il y a quelque temps, au musée Marmottan, une exposition sur ce goût du dessin d'enfant chez les grands artistes. Et ce retour à l'enfance, à la simplification extrême des traits, pour essayer de retenir en fait l'essentiel d'un visage ou d'un paysage, etc. Donc c'est ce que nous avons sous les yeux. Et Pierre deviendra plus tard évidemment un grand galeriste. Il va s'installer à New York. Et de là, il va faire connaître l'œuvre de son père aux États-Unis. Évidemment, donc les Américains vont acheter des quantités d'œuvres d'art de Matisse. Voilà une œuvre majeure qui se trouve à Grenoble et qui s'appelle donc Intérieur aux aubergines. C'est une œuvre très grande qui justement révèle là un artiste qui est en train d'arriver au sommet de ses capacités. Nous sommes dans un intérieur qui s'appelle l'intérieur aux aubergines. C'est silencieux, il n'y a personne. On a donc une fenêtre ouverte sur l'extérieur qui représente un tableau dans le tableau avec un paysage que l'on devine. Et puis au premier plan, une nature morte donc sur une table avec une nappe, encore des étoffes, avec des sortes d'arabesques donc qui décorent cette nappe, une sculpture, un vase, etc. Derrière cette table se trouve un paravent avec encore ces arabesques, donc référence à l'art islamique qu'il connaît bien, un miroir sur la gauche qui reflète donc la nature morte ainsi que quelques motifs de l'arabesque, une cheminée que l'on aperçoit partiellement avec sur le dessus de la cheminée un bouquet de fleurs et une sculpture asiatisante, un cadre sur la gauche dans lequel on aperçoit donc des clématites et derrière on aperçoit une porte ouverte avec un rideau quadrillé. Enfin, vous voyez, il y a beaucoup d'éléments. Et le tout unifié par ces fleurs qui sont des clématites bleues qui, en fait, contribuent un peu à égarer notre regard. On ne sait plus très bien où nous en sommes. La perspective tend à disparaître progressivement. On a un amalgame de différents motifs, objets superposés. Et donc, Matisse clairement s'intéresse au décoratif. Et là, nous avons une superposition assez étonnante qui bouche un peu la perspective. Donc, vous voyez, ça, c'est vraiment très novateur à l'époque, évidemment. Cette œuvre va avoir un immense succès. Elle va être tout de suite acquise par les Stein. Donc, je vous ai dit, Sarah et Michael Stein qui vont l'acheter immédiatement parce que clairement, c'est une peinture novatrice. Cette peinture donc, va être installée dans leur appartement du 6e et Matisse va le racheter plus tard parce qu'il a bien compris que là c'était une œuvre phare en 1917 quand les Stein sont priés de quitter la France à cause de la guerre. Et il va offrir cette œuvre majeure au musée de Grenoble dont elle va devenir vraiment la Joconde en quelque sorte. Et cette œuvre est particulièrement fragile parce qu'elle est faite un peu sur le mode de la fresque, c'est-à-dire que c'est une toile sur laquelle il a mis de la colle à la détrempe. Donc c'est une manière de peindre qui est extrêmement fragile et qui suppose donc des restaurations très fréquentes et un transport très délicat. Donc cette œuvre ne sort plus guère du musée de Grenoble et c'est quand même le bijou donc, du musée de Grenoble. Donc vous voyez cette œuvre très impressionnante avec cette confusion qui s'opère dans notre regard grâce donc à la superposition de tous ces éléments. Et voilà encore donc l'atelier de Matisse. Je vous ai dit qu'il rentrait dans une série avec cette vue de l'atelier
sur donc, la Seine. Nous sommes dans son atelier du quai Saint-Michel et cette œuvre s'appelle Intérieur bocal de poisson rouge. Et donc, nous avons la vue, la fenêtre qui est fermée, la vue de la Seine, la vue de la préfecture de police, du quai de la Mégisserie. Et puis, de l'intérieur, vue plongeante sur différents éléments. Donc, une table au centre sur laquelle se trouve un bocal avec des poissons rouges qui a donné le nom au tableau. Peut-être une banquette à l'arrière, une table au premier plan avec une sorte de récipient arrondi sur la droite, etc. Une atmosphère bleutée. Le bocal où l'on voit les poissons rouges flotter dans l'eau. L'eau du bocal correspond à l'eau de la Seine. Il y a une espèce de fusion de l'intérieur et de l'extérieur. On aperçoit que Matisse utilise beaucoup de lignes, des verticales, des horizontales, des arabesques également pour le balcon, etc. Donc on y joue avec la ligne et avec la couleur, cette couleur bleutée qui unifie, qui donne une impression d'une peinture finalement très douce, très réconfortante. Nous sommes dans son atelier et son atelier donc, correspond au bocal de poisson rouge. C'est un peu le peintre dans son bocal que Matisse a voulu donc décrire ici. Autre peinture, nous sommes en 1914, c'est-à-dire donc c'est la Première Guerre mondiale. Cette œuvre est assez étonnante. Elle est inachevée, non signée. Et on a ici des bandes de couleurs, dont une grande bande noire, sur le côté bleu ciel avec quelques rainures noires, et sur la droite, une bande beige, une petite ligne noire et une bande verte et au sol, une bande grisée horizontale. C'est donc la porte-fenêtre à Collioure. Vous ne pouvez pas imaginer qu'à Collioure, on puisse percevoir la lumière ainsi. Eh bien, effectivement, quand vous êtes ébloui par la lumière du sud, vous avez la vue troublée, justement. Et on a l'impression qu'on perd justement la perception donc, du paysage, et donc ça donne l'impression de noir. Donc, il va parler de noir-lumière. La lumière est tellement incandescente qu'on ne voit plus rien, en quelque sorte. C'est ce que figure ce noir au centre. Et sur les côtés, donc, ce sont peut-être les volets intérieurs ou les volets extérieurs. Enfin voilà, cette œuvre n'est pas abstraite, elle est juste non figurative. Et c'est là où Matisse, si vous voulez, continue à faire des recherches pour plus de modernité et toujours très intéressé par le rendu de la lumière et le rendu des couleurs. Donc cette œuvre correspond à la période de la guerre. Donc ce noir peut aussi être sa perception de la guerre, donc nous sommes en 1914. Sa fille, Marguerite, dont on a vu un portrait tout à l'heure, Matisse est toujours intéressé par les portraits, et là, pour le coup, il est surprenant. On reconnaît Marguerite parce que, vous voyez, elle a toujours ce petit collier autour du cou. Donc là, il s'essaye au cubisme, ça c'est criant. Il se rapproche un tout petit peu de Juan Gris, de Mondrian. On comprend sa volonté de jouer avec les couleurs, les lignes. Évidemment, c'est très graphique, sauf la bouche, les lèvres qui sont très charnues et qui contrastent justement dans ce portrait fait de lignes et de couleurs. Et Matisse, donc, pendant la guerre, va faire des séjours fréquents à Nice. Vous savez qu'il y a un très beau musée Matisse, donc à Nice. Et les relations avec sa femme, donc Amélie Parère, déclinent. Du reste, ils divorceront quelques années après. Jean et Pierre, ses deux fils, sont partis sur le front. Donc, il est très seul et donc va faire des séjours prolongés à Nice. Donc là, nous sommes dans son appartement de niçois et on a cette peinture verticale. On aperçoit donc un personnage vu de dos, jouant du violon, regardant le paysage par la fenêtre. C'est un autoportrait. Matisse est comme un grand amoureux de la musique, notamment du violon, et il va y avoir dans beaucoup de ses peintures la représentation du violon. Et là, donc, l'artiste se dépeint debout, jouant du violon, en train de regarder le paysage. Vous voyez que son costume est très sobre, fait de cette couleur beige et donc de quelques lignes. On aperçoit sa main gauche, on aperçoit un tout petit peu son bras droit, pardon, et on aperçoit donc son crâne, je dirais, donnant donc sur la croisée des fenêtres.
On aperçoit un sol rouge incandescent, en fait, ce carrelage assez étonnant. Du rouge aussi dans le ciel, référence peut-être à la période cubiste. On aperçoit aussi les volets intérieurs, le mur sur les côtés. Des couleurs, à part le rouge, assez sobres. Et ce qui est intéressant, c'est que on a donc une fenêtre qui est fermée, qui est donc en quelque sorte qui constitue le tableau de l'œuvre, et un grand ciel nuageux. On dirait que ses yeux en fait donnent sur un paysage pardon, qui est bouché. Il est d'autant plus bouché que ses yeux sont pile à la croisée des fenêtres, pile à la croisée de, je dirais, la croisée des fenêtres, et qu'on en aperçoit en transparence à travers sa tête, qui est donc cernée de noir, la croisée des fenêtres. Donc c'est comme si la perspective était bloquée. Nous sommes pendant la guerre et il est évident que la situation est triste pour tout le monde et aussi pour Matisse, que la période est angoissante. Et cette peinture, même si elle ne raconte pas la guerre, la raconte quand même. Et il dira cette phrase, je n'ai jamais représenté la guerre, je n'ai jamais représenté la guerre, mais la guerre est présente dans mes tableaux. C'est exactement ce qu'on a sous les yeux avec cette œuvre très touchante qui montre donc cet avenir bouché qui bloque la perspective, ces yeux que l'on ne perçoit pas mais que l'on devine, et cette musique qui apaise justement cette souffrance que l'on pourrait presque percevoir à travers le tableau. Alors, progressons. Alors, deux œuvres très intéressantes. Je pense que c'est mes préférés. Mais on a deux portraits. L'un que j'ai appelé Auguste Pellerin, que je n'ai pas appelé, qui s'appelle comme ça, excusez-moi, un de 1916 et l'autre Auguste Pellerin 2 de 1918. Alors, le premier, 1916. Auguste Pellerin, c'est un Français qui a fait une grosse fortune dans l'industrie de la margarine. Et il a monté plusieurs sociétés en Norvège. Et il est devenu un grand homme d'affaires, richissime. Il a aussi investi dans des maisons d'édition, dans les banques du pays du Nord, etc. Il a beaucoup investi dans les automobiles. Il collectionne des quantités d'œuvres d'art, du Manet, du Renoir, du Cézanne. Et c'est vraiment le premier grand collectionneur de Cézanne en France. Il ouvre ses collections aux amateurs et donc il est très généreux. Son conseil d'administration avait demandé à Matisse de faire un portrait d'Auguste Pellerin pour mettre dans les bureaux. C'est Auguste Pellerin 1. Donc là, on a le personnage fait par Matisse en 1916 qui est évidemment en costume, qui nous regarde, qui a une petite Légion d'honneur qui éclaire donc son costume sombre. Derrière, on aperçoit une œuvre d'art qui est un tableau de Renoir qui est coupé, des livres, des ouvrages à droite et à gauche, et puis sur son bureau, un peu ses régalias avec notamment cet encrier de Chine posé donc sur un bureau empire. Cette œuvre est très sobre, très simple, mais va déplaire à Monsieur Pellerin. Donc, cette œuvre est rejetée et 2 ans après, Matisse va se réemployer à faire donc un second tableau. Et on aperçoit la différence entre les deux tableaux, les deux portraits, puisque le second tableau, donc, qui a été fait en 1918, représente donc Auguste Pellerin toujours à son bureau. La posture est la même, mais le plan est beaucoup plus rapproché. L'œuvre est beaucoup plus sombre, parce qu'il y a beaucoup de noir, contrairement à l'autre qui était assez clair, avec beaucoup de lumière et de touches orangées. Et là, le tableau de Renoir est bel et bien présent, mais très simplifié, avec ce cadre jaune assez étonnant, qui ferait presque office d'auréole sur ce crâne très arrondi, derrière lequel il y a une drôle d'ombre portée noire, tout ça assez étonnant. Donc la stature du personnage est très simple, on aperçoit moins de régalia, etc. En fait, cette œuvre est presque une tentative cubiste de Matisse. Et il faut savoir qu'à cette époque-là, Matisse, comme Picasso, découvre l'art africain. Les masques africains qui sont importés en France et que l'on voit dans beaucoup de collections
Cet art africain séduit donc cette nouvelle avant-garde qui est totalement fascinée par la simplification des volumes, des traits, etc. Et il va y avoir une sorte de projection en peinture, et notamment donc ce portrait d'Auguste Perlin est le témoin de cet échange avec les masques africains que l'on peut donc, les masques Fang, que l'on peut donc apercevoir sur le portrait d'Auguste Pellerin. On change d'ambiance puisque nous sommes à Nice et que là, Matisse va décider de s'installer à Nice de façon plus durable. De toute façon, ses relations avec Amélie sont terminées et il va donc se replonger dans ce monde un peu orientalisant qu'il l'avait beaucoup séduit et qu'il retrouve un petit peu dans ses odalisques. Alors là, on fait un retour en arrière, je dirais, on retourne à un certain classicisme. Et on voit donc cette jeune femme allongée qui nous fait face, qui est donc dépoitraillée, lascive, une très belle culotte rouge, donc odalisque à la culotte rouge. La pièce dans laquelle elle se trouve est chatoyante, il y a des couleurs exubérantes partout, notamment cette moquette rouge, papier peint bleu, etc. Donc des contrastes des couleurs, du vert, etc. Vous apercevez cette carnation très porcelainée de la jeune femme avec donc juste les lèvres rouges qui font ressortir donc son visage, mais on est dans un exercice je dirais, de retour en arrière où Matisse regarde l'œuvre de Delacroix, le grand coloriste, de Ingres qui a fait des quantités d'odalisques, de Renoir aussi qui ne sait plus à faire des odalisques. Donc voilà, ce retour en arrière pour se reconfronter à nouveau à la lumière et à la couleur via ces odalisques. Et encore une odalisque, mais déjà beaucoup plus moderne, je dirais en quelque sorte. Cette œuvre est verticale et on aperçoit cette jeune femme qui est faite d'éléments cubistes juxtaposés les uns avec les autres. On a donc un visage ovale, un cou qui ressemble à un tube, une colonne vertébrale très droite, des seins ronds, des jambes et des bras qui ont l'air d'être des tubes emboîtés les uns sur les autres. Vous voyez qu'elle a une assise au sol qui est assez lourde, heureusement d'ailleurs, parce que ça lui donne l'impression d'être une statue dans cet environnement dans lequel on est complètement perdu, parce qu'avec tous ces éléments décoratifs, tant la peinture, le papier peint à l'arrière-plan, que cette belle nature morte, au premier les citrons, puis ce pot en bleu et blanc de Chine et cette fleur qu'on a du mal à repérer, on a du mal à distinguer les éléments les uns des autres, et heureusement que cette femme, en fait, par sa stature et ses volumes, arrive à se distinguer donc de cette décoratif omniprésent. Il y a même derrière son visage une ombre portée qui permet justement de lui donner du volume. Et heureusement, parce qu'on est limite perdu dans une œuvre comme celle-ci. Il y a donc chez Matisse cette volonté d'unifier la couleur, la lumière, la ligne, et de sorte que effectivement on puisse être un tout petit peu perdu. Une œuvre très importante aussi, Le Rêve. Rien que le nom, je trouve ça magnifique. En fait, Matisse va se rendre aux États-Unis. Nous sommes en 1900, vous voyez, dans les années 1930, il va se rendre aux États-Unis. Il va se rendre même à Tahiti, on va reparler de Tahiti dans un instant, où évidemment l'œuvre de Gauguin là-bas est extrêmement connue. Il va donc rencontrer des grands collectionneurs comme Barnes, qui a donc une fondation à Philadelphie, etc., et qui va lui passer des commandes pour la danse, donc pour sa fondation donc, de Philadelphie. Et il va faire cette très belle peinture qui s'appelle Le Rêve. Donc le rêve là est je dirais un zoom sur une jeune femme endormie dont on aperçoit donc le dos, le visage, les bras qui sont et les mains qui sont les doigts qui sont tellement allongés. Donc on voit son exercice sur la ligne qui est quand même extrêmement assidu là-dessus. Très peu de couleurs, du bleu quadrillé, du rose évidemment pour exprimer les chairs, un peu de
de brun pour les cheveux, mais vous voyez la ligne des sourcils, la ligne des yeux, la ligne du nez, la ligne des bras, etc. Donc voilà, cette quête pour la ligne, pour simplifier au maximum, pour faire quelque chose de presque calligraphique. Et là, on a donc cet emboîtement de triangles, le triangle du visage, le triangle des bras, qui sont emboîtés les uns les autres, et donc une description extrêmement belle et douce donc, de ce rêve. Et voilà, en fait, cette blouse roumaine était l'affiche de l'exposition qui a eu lieu donc, en 2021 au, au Centre Pompidou. Et donc, nous sommes en 1940, c'est-à-dire Seconde Guerre mondiale. Et cette blouse roumaine est devenue un petit peu l'icône donc l'icône de la paix, si vous voulez, l'oiseau de la paix donc à cette époque. Là, on a une femme donc qui est dans un très léger trois quarts qui donc se distingue sur un fond rouge avec une tête qui touche le sommet du tableau et qui est même coupée, tronquée par le sommet du tableau. Donc ce visage est très simplifié, on voit des très jolis traits mais très sobres, tout est dit avec très peu de choses et le tout, en fait, l'objet du tableau c'est la blouse évidemment. Cette blouse blanche absolument magnifique avec ses arrondis qui occupent toute la surface de la toile et qui contraste donc avec la jupe bleue. Donc vous voyez ce bleu, blanc, rouge, d'où cette icône un peu nationale de cette blouse roumaine. Et le tout est aussi dans l'équilibre des motifs répartis donc sur le vide blanc de cette blouse avec l'harmonie donc et l'équilibre donc de ces motifs. Donc vous voyez toujours cette recherche de la ligne et de la couleur qui obsède évidemment Matisse et qui est rendue avec magnificence donc ici. Nature morte magnolia, encore une nature morte. Avec un dénominateur commun, c'est le rouge. Le rouge donc, de cette toile unifie l'espace. On ne sait plus où nous sommes. Est-ce qu'on est sur une table, sur un papier peint, enfin, aucun repère possible. 6 éléments, vase, fleurs, etc., coquillages, cernés de noir, que l'on repère heureusement, mais on ne sait pas très bien où il se trouve, on est perdu. Et donc l'incandescence des couleurs, ce jeu de la ligne, et donc ces motifs, je dirais qu'il n'y en a pas un qui prédomine sur l'autre, tout est égal, et on est un peu perdu dans la perspective. Il faut que je passe à l'image suivante, et là je ne sais pas pourquoi j'ai du mal. Alors attendez, ça va venir. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce que j'ai oublié de vous dire aussi, en 1941, Matisse va avoir une grosse opération chirurgicale qui va le clouer au lit et pour lequel il va avoir beaucoup, beaucoup de mal à se remettre. Et nous sommes en 1941 et même il dira de lui-même j'ai risqué ma vie à un poil de chat angora. Donc, ça a été vraiment terrible. Et dès lors, sa santé sera fragilisée par tout cela et du coup, donc sa peinture, il faudra qu'il se réinvente en quelque sorte. Et c'est un peu ce qu'on en a sous les yeux avec cette œuvre qui s'appelle donc Polynésie, le ciel, et qui est en fait une commande faite par la manufacture des Gobelins qui donc lui passe cette commande pour faire un futur tapis. Et donc c'est un carton, je dirais, de tapisserie en quelque sorte. Et là, on a donc une œuvre qui s'inspire de son séjour à Tahiti dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et on aperçoit donc cette description de la mer avec ce patchwork de bleu plus profond et de bleu plus doux. Et du ciel, pardon, excusez-moi, j'ai dit la mer, parce qu'il y a aussi la version la mer, mais c'est le ciel en l'occurrence, avec des quantités d'oiseaux donc, qui se découpent sur cette toile, ainsi que des éléments aquatiques. On aperçoit comme des coraux, des étoiles de mer, etc. Donc il y a une sorte d'amalgame de différentes choses. Et en fait, ce sont des papiers découpés, des gouaches découpées. C'est pour ça que tout ça est assez novateur. Matisse est malade et la tenue du pinceau lui devient compliquée. Alors, il va encore en faire, mais ça devient compliqué. Et cette technique de la gouache découpée
finalement, va être une solution qui va lui sauver sa carrière de peintre. Donc, il a dans son atelier niçois des petites mains. Il fait peindre donc des feuilles blanches de gouache et il va découper ces papiers colorés et il va demander à ses assistants de les placer sur un support exactement là où il souhaite qu'elles soient. Donc, ce qui va donner donc ce genre d'œuvre tout à fait synthétiques qui font penser un peu à des œuvres de Miro par certains égards et qui sont évidemment tout à fait novatrices parce que donc maintenant il va s'employer alors il va dessiner avec une paire de ciseaux c'est ce qui va devenir donc sa nouvelle formule donc d'artiste. Mais on retrouve quelques œuvres peintes quand même, grâce à donc ces intérieurs rouge, nature morte sur table bleue et grand intérieur rouge. Vous voyez que le rouge prédomine dans les deux toiles, évidemment. Si on parle de grand intérieur rouge, on a donc ce dénominateur commun qu'est le rouge, et puis on aperçoit 4 éléments. 2 toiles qui font référence à ses œuvres à lui, donc qui se reprisent à droite et à gauche dans la partie haute, et puis dans la partie inférieure, donc 2 tables basses qui regorgent d'objets, de fleurs, de pots, de vases, etc. Et un tapis donc au sol. Et vous voyez cette manière donc d'unifier l'espace par la couleur, de conjuguer toujours la ligne et la couleur qui devient donc son leitmotiv. Et même chose sur l'intérieur rouge nature morte sur table bleue où on aperçoit donc ce rouge qui unifie la composition. On est perdu également. On a une fenêtre ouverte sur l'extérieur. Ce rouge zébré de noir quadrille toute la scène, hormis, je dirais, peut-être la table quand même recouverte la table bleue recouverte de nature morte. On a un tableau dans le tableau avec cette médaille circulaire accrochée au mur. Et vous voyez donc l'espace qui se trouble sous nos yeux grâce à la couleur et grâce à la ligne. Nous retournons à nos papiers gouachés, donc qui va devenir un peu son dernier élan, je dirais, en peinture. Maintenant, il peint avec ses ciseaux. C'est ce qu'on a sous les yeux. Retour aux odalisques, comme nous en avions vu tout à l'heure lorsqu'il était à Nice, les 2 odalisques que je vous ai présentés. Et là, ce sont les odalisques bleus. Donc, ce sont des papiers découpés. Ce sont des gouaches peintes par ses assistants, découpées par Matisse lui-même depuis son lit dans son atelier et apposées donc par les assistants sur des supports à sa demande. Donc, vous voyez des formes extrêmement schématiques. On est dans la calligraphie. On est dans la calligraphie et aussi un peu dans la sculpture, parce que justement avec ces formes épurées, ces lignes délicates de blanc, on a l'impression justement d'une sculpture bleue sur un fond blanc. Et vous voyez comme il s'amuse à simplifier les choses et à la fois c'est parfaitement clair, les odalisques sont bel et bien présentes et parfaitement lisibles, mais il simplifie à l'extrême la peinture et il simplifie la couleur également. Donc ça c'est très important. Et puis, donc nous arrivons à cette œuvre magistrale qui est une de ses dernières œuvres qui s'appelle La tristesse du roi, extrêmement importante. Donc, je vous cite la phrase qui décrit donc, cette peinture. C'est une phrase qui vient de lui. Un roi triste, une danseuse charmeuse et un personnage grattant une espèce de guitare de laquelle s'échappe un vol de soucoupe volante couleur d'or, faisant le tour de la composition pour aboutir en masse autour de la danseuse en action. Donc on a 3 personnages sur un fond multicolore, tout à fait, je dirais cubiste en quelque sorte, puisque ce sont des masses de couleurs juste apposées dans une sorte d'aplat les uns à côté des autres. Et on aperçoit donc ces 3 personnages. À gauche, donc le roi, au milieu en noir, le musicien avec sa guitare et la danseuse donc à gauche qui sort voilà, avec derrière un espace vert et on devine donc la danseuse qui s'élance dans son ballet. Et vous voyez peut-être une évocation justement une évocation biblique de Salomé dansant devant le roi Hérode, peut-être,
En tout cas, le roi serait bel et bien Matisse. Et donc, cette exaltation de la peinture et de l'art à travers ce travail très passionné et passionnant, donc des gouaches découpées, dans lequel on saisit quand même toute l'histoire, et à la fois cette volonté de simplification et ce goût de la couleur qui est quand même extrêmement présent. Et je vais vous parler d'un dernier bijou que certains connaissent peut-être, qui s'appelle donc la chapelle du Rosaire à Vence. Matisse donc va finir ses jours à Vence et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il a été très malade dans les années 1940 et il a été soigné par une femme qui s'appelle Monique Bourgeois. Il est donc alité pendant plusieurs mois, tout ça est très compliqué, il ne peut pas vivre seul. Il va faire appel à cette fameuse Monique Bourgeois qui va donc vivre à ses côtés pour l'aider à résister et évidemment à le soigner. Cette Monique Bourgeois, peut-être a-t-il eu un faible pour elle, je ne sais pas, mais toujours est-il qu'un jour, elle a décidé de rentrer dans les ordres et elle va devenir dominicaine. Donc voilà, elle va prendre ce nom de sœur Jacques-Marie et elle rentre donc dans un couvent dominicain qui est installé à Vence. Et un beau jour, les religieuses, qui sont une petite communauté, décident de faire construire une chapelle parce qu'il n'y avait pas d'espace suffisant pour elle. En bref, et spontanément, elle pense à Matisse, qui pourrait être la personne clé qui pourrait éventuellement réaliser ce projet pour elle. Et elle va se tourner, effectivement, sœur Jacques-Marie va se tourner vers Matisse et elle va lui demander la construction de cette chapelle. Donc pour ceux qui connaissent, c'est un petit bijou, c'est très petit, hein. À l'intérieur, je crois que c'est la taille de cet espace, c'est 15 mètres de longueur sur 5 mètres de large. Donc c'est vraiment tout petit, mais ça a l'air gigantesque. Et donc là, c'est juste une photo, donc la vue de cette toiture bicolore, le bleu et le blanc, qu'on a déjà vu donc chez Matisse, avec donc c'est les couleurs de la Vierge, et puis donc cette croix magistrale qui domine donc le paysage, et avec cette vue sur Vence que l'on voit donc dans le lointain. Je vais vous montrer une autre vue. Donc voilà l'intérieur. Donc l'intérieur est très épuré. On est vraiment dans la synthèse absolue. Évidemment beaucoup de blanc, mais pas que. Donc un sol blanc, des murs blancs et des murs décorés. Alors, deux dessins faits par Matisse, l'un représentant Saint-Dominique que l'on voit derrière l'autel et une autre que je vous montrerai tout à l'heure mieux de la Vierge Marie, ainsi qu'un chemin de croix. Et puis des murs de vitraux avec ces couleurs bleu, vert, jaune qui évoquent Tahiti, évidemment. Et puis cette lumière qui passe à travers les vitraux et qui inonde l'espace et qui colore la céramique sur la droite. Donc vous voyez ce jeu de la ligne, de la couleur, de cette lumière qui unifie l'espace et qui donne finalement cette impression aussi d'espace très agrandi. Alors il faut savoir que Matisse va concevoir cette chapelle avec Auguste Perret, grand architecte de l'époque. Il va concevoir tout. Donc les panneaux décoratifs, les vitraux, le mobilier liturgique, allant de l'autel aux chaises, allant même aux ciboires, etc., tous les objets destinés à la messe. Il va aussi donc s'occuper des vêtements liturgiques. Donc c'est vraiment une œuvre d'art totale pour Matisse. Et donc cette volonté vraiment c'est l'aboutissement de sa carrière où vraiment toutes ses recherches vont se condenser pour donner vraiment un résultat absolument incroyablement beau. Donc voilà la représentation de ces œuvres dessinées. Donc, je vous ai parlé d'un Saint-Dominique qu'on voyait tout à l'heure, là, derrière l'autel. Et ici, donc, on voit une Vierge Marie dans les nuages sur la gauche avec Ave, vous voyez, qui est indiqué. Et au fond, c'est un chemin de croix. Alors, tout ça est extrêmement simple. C'est vraiment, comme je le disais tout à l'heure, de la calligraphie. Tout ceci se réduit à quelques signes, finalement. On est vraiment dans l'épure absolue. Et on revoit donc la lumière
se refléter sur les parois blanches grâce aux vitraux. Évidemment, la lumière du sud est quand même bien plus fréquente que chez nous. Et donc, elle éclaire les murs de cette chapelle et donne beaucoup, beaucoup d'émotion donc, à cet espace où Matisse a donné donc, tout son savoir-faire. Et donc, voici cette dernière image où l'on est donc le soir. L'église, la chapelle est illuminée de l'intérieur. On aperçoit donc la beauté de ces vitraux avec donc ces feuilles qui évoquent justement son séjour à Tahiti, ce goût pour le bleu, le jaune, le vert, etc. Et qui montre donc vraiment un bijou que cette petite chapelle. Évidemment, nous sommes à la fin de sa vie. Il y avait effectivement une réflexion aussi spirituelle de la part de Matisse, donc à ce moment-là. Il dira donc de ce travail que c'était tout un orchestre de couleurs, un art d'équilibre, de pureté et de tranquillité. L'idée était de donner à une surface très limitée l'idée d'immensité. Donc voilà, c'était vraiment le chef-d'œuvre absolu de sa carrière. Il va mourir donc le 3 novembre 1954, à 84 ans, évidemment, riche de tout ce qu'il a réalisé, et notamment de cette très belle chapelle des Dominicains à Vence. Et vous voyez, c'est un artiste heureux, comblé, en fait, qui meurt en 1954. Et qui dira cette phrase que je trouve très belle: le bonheur, c'est de poursuivre toute sa vie passionnément ce que l'on aime. Donc voilà, ça c'est je dirais, c'est ce qu'il a pu faire toute sa vie. Et quand je vous disais au début de la présentation que Gustave Moreau lui avait dit cette phrase: vous allez simplifier la peinture, eh bien effectivement, il a nettement contribué à simplifier la peinture. Quand on pense à la liseuse du début et quand on en arrive donc à ces gouaches découpées et à cette petite chapelle de Vence, on voit à quel point ses recherches ont été fructueuses et qu'il a simplifié la peinture pour donner une œuvre absolument géniale. Voilà, je crois que je peux m'arrêter là. J'espère ne pas avoir été trop confuse. Oh, c'était extrêmement clair. Merci beaucoup, Lina. Et j'ai adoré cette dernière œuvre là qui est magnifique. Vraiment, c'est très très beau. Cette petite chapelle, ça donne envie d'aller à Vence. Voilà, exactement. Tout petit bijou. Oui, tu l'as déjà vu en vrai Oui, je l'ai déjà vu en Ah vrai et ouais, c'est vrai que super. c'est très très beau. Très beau. Vraiment, l'endroit est magnifique. Oui, ça a l'air vraiment. Bah, merci beaucoup de nous avoir fait voyager pendant cette heure. J'espère que ça vous a plu à tous. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les envoyer dans le chat, nous dire un petit peu ou nous dire ce que vous en avez pensé. Ça sera un grand plaisir. Ah, Nicole nous dit que c'était génial. Bon, bah, je pense que Lina, c'est une réussite. Merci. On a besoin de votre témoignage, évidemment, comme toujours, via le questionnaire de satisfaction. Donc, soit vous cliquez sur la slide qui apparaît et vous appuyez sur cliquer ici, donc avec votre souris ou avec le doigt si vous avez du tactile. Et sinon, je vous ai mis dans la barre de conversation le lien vers le formulaire pour pouvoir répondre au questionnaire de satisfaction. C'est très utile pour nous, notamment pour les financeurs, et puis pour pouvoir continuer en fait ces activités. On a une question, Lina, de Michel. Est-ce que la chapelle se visite facilement? Oui, alors il y a des horaires d'ouverture. C'est quand même une communauté qui s'occupe de cette chapelle. Il y a un couvent, donc on ne peut pas y aller à toute heure du jour et de la nuit, évidemment. Bien sûr. Mais sur le site, on a les heures d'ouverture et les heures autorisées à la visite, etc. Donc ça, c'est assez clair. D'accord, très Mais bien. elle est accessible. Ce n'est pas que privé. Voilà. Oui, d'accord. Voilà. Et est-ce que c'est payant l'entrée Oui, certainement. Oui, il doit y Oui, avoir oui. un petit. Alors, je ne sais plus effectivement ce genre de détails, mais oui, je pense Oui, on peut aller voir sur il le faut site. aller. Ouais, c'est très facile. Euh, Et ça vaut donc, vraiment le coup d'œil. Et c'est une échappée belle. Enfin, c'est en France, donc voilà, une belle bien destination. sûr. Voilà. Bah oui, c'est ça. Et puis c'est vrai que ça peut faire non, non, une très belle. Je vais vous mettre le site Chapelle Matisse, comme ça, si vous voulez aller regarder, n'hésitez pas. Et puis il y a encore d'autres photos. Ça a l'air vraiment magnifique. Donc faut pas Ouais. hésiter si on a Voilà. l'occasion. Et qui est maintenant classé monument historique, il me semble.
évidemment, puisque c'est une œuvre majeure maintenant de l'art du XXe siècle, cette petite D'accord. chapelle. Voilà. Ok, très bien. Alors, j'ai trouvé le tarif, c'est plein tarif, 7 euros. Donc, ça reste quand même assez raisonnable. Donc, le questionnaire de satisfaction, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, on les prendra au fur et à mesure. On a aussi d'autres projets, donc moi je vous conseille évidemment d'aller, les découvrir. Un livre audio sur le déménagement senior, un podcast aussi avec des interviews de seniors qui ont fait le choix de changer de domicile ou de rester chez eux, toujours sur notre sujet du logement et une chaîne YouTube également. Je vous conseille, bien sûr d'aller découvrir notre chaîne où vous aurez tous les replays des visioconférences et vous pouvez, également vous inscrire à nos visioconférences les prochaines, sur le site movadom.eventbrite.com et toutes ces informations-là, vous les retrouvez sur, notre site movadom.com. Notre prochaine visioconférence thématique complètement différente, on va apprendre à créer un email. Donc c'est un atelier qui est organisé avec, Julien des Jardins Numériques, lundi à 15 h. N'hésitez pas à vous y inscrire et surtout, si, vous avez, des questions, à les garder en mémoire et à les poser à Julien lundi. Vous allez créer ensemble un mail. On essaye vraiment de vous aider à mettre en place certaines choses, certaines, habitudes sur le numérique. Et puis, si vous avez des questions sur, cette thématique ou autre, vous pouvez m'envoyer un mail à contact@movadom.com. Je vous remercie à tous pour votre participation. Merci, beaucoup à Lina et puis, merci surtout à notre financeur, la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département des Hauts-de-Seine. Merci à tous.